Alors oui, je sais, c'est assez étrange de commencer comme ça, après la claque d'hier, mais cette semaine, les marchés ont quand même battu des records historiques. Et pendant quelques heures, on a même commencé à se dire que ça pourrait plus jamais baisser. Et puis, on a commencé à nous faire une diversion sur SpaceX qui préparait son IPO. On a rajouté Anthropic qui se lançait aussi dans la course. Trump nous a fait son show comme d'habitude. Il nous a dit de nous relaxer, que ça allait bien se passer. Mais c'est lui qui commence à nous inquiéter. Il est tout éteint. Il fait des promesses qu'il tient jamais. Il brasse de l'air avec l'Iran en ne réglant rien du tout. Semaine après semaine, par moment, on a l'impression que c'est l'Iran qui tient le couteau par le manche. Le pétrole continue de danser la samba et bien malin qui pourrait expliquer comment ça va se terminer, même si les pros du pétrole commencent à nous dire que si Hormuz ne se débloque pas rapidement, ça va mal se finir. Pour l'instant, le brut a craqué en fin de semaine comme s'il espérait un miracle durant le week-end, un miracle comme le 314e accord que Trump nous a promis 8 fois cette semaine. Et puis, en l'espace de 48 heures, tout a craqué. Broadcom s'est inspiré de la chanson de Johnny Hallyday et ils ont allumé le feu mercredi soir. Et même si lors de la séance de jeudi, les marchés ont relativement bien résisté, vendredi après-midi, les chiffres de l'emploi ont eu raison de tous les espoirs de rebond. Le buy de dip s'est pris un Mawashigeri en pleine face et un double uppercut dans la foulée. Vendredi soir, des milliers de milliards de dollars de market cap de valorisation ont été effacés. Rien que dans le secteur des semi-conducteurs, le Nasdaq a vécu sa pire journée depuis 12 mois. La VIX a explosé de 40% en une séance, passant de 15,5 à 21,5. Ça a tapé fort hier, mais en se basant sur la VIX, on est encore loin de ce qu'on peut appeler une vraie panique. Mais quand même, il y a des ETF à levier x3 sur les semi-conducteurs qui ont perdu 31% hier. Du côté de l'indicateur Greed and Fear, on se rapproche gentiment de la zone de terreur, mais là on a seulement peur. Alors je dis ça juste pour dire qu'on a encore un peu de marge pour paniquer lundi matin, à moins que Trump, bien sûr, vienne nous sauver la mise encore une fois. Et puis alors, le plus drôle dans tout ça, c'est que tout a été déclenché par une bonne nouvelle. Oui, une excellente nouvelle manipulée et offerte par le BLS et la Maison-Blanche. Les chiffres de l'emploi d'hier étaient tout simplement excellents. D'ailleurs, Trump a fait la gueule parce que selon lui, avec des excellents chiffres comme ceux d'hier, le marché devrait monter et pas baisser. Potus et foudrage. Le problème, c'est qu'avec des chiffres excellents comme ça, un pétrole au-dessus des $90 et un détroit d'Ormuz toujours fermé, l'inflation va continuer de grimper et le poulain de Trump, Kevin Warsh, n'aura pas d'autre solution que de monter les taux. Le marché s'est donc fait déglinguer hier soir. C'était la pire séance depuis 12 mois. Et pour une fois, c'est même pas la faute de tonton Donald. Pas de droit de douane, pas de guerre, pas d'accord, juste une bonne nouvelle. C'est donc de ça qu'on va parler ce matin. Bienvenue dans ce Swiss Bliss. Je suis Thomas Veillet et nous sommes le 6 juin 2026. Et oui, le marché peut encore baisser. Il sait encore le faire. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Il y a une chose qu'on ne dit pas assez sur ce marché, et c'est celle-ci. Depuis 6 mois, les investisseurs ont collectivement décidé que l'IA était plus forte que tout le reste. Plus forte que la géopolitique, plus forte que l'inflation, plus forte que le pétrole à $95, plus forte que le bon sens. Et pendant 9 semaines consécutives de hausse, 9 semaines, c'est la plus longue série depuis décembre 2023, ce pari a clairement semblé payant. Le SOX, l'indice des semi-conducteurs, avait pris plus de 100% depuis le 30 mars. En 2 mois, on se pinçait tous les matins pour vérifier qu'on n'était pas en train de rêver. Et puis, cette semaine est arrivée et cette semaine a été chargée en enseignements. Commençons déjà par Broadcom, parce que c'est là que tout a commencé à craquer. Broadcom a publié ses résultats trimestriels, on en a parlé cette semaine dans le Morning Bull Live, chiffre d'affaires en hausse de 48% sur une année. Dans n'importe quelle autre décennie de l'histoire boursière, un tel chiffre aurait provoqué des explosions de joie dans les salles de trading et des promotions spontanées chez les analystes financiers. Ici, le titre a chuté de 12% dans la nuit, puis de 8% supplémentaires vendredi. On est à moins 22 depuis mercredi soir. 280 milliards de capitalisation boursière qui se sont évaporés. Tout ça parce que le marché espérait 60% de croissance, peut-être 65%. Broadcom n'a livré que 48%. Et le marché a répondu « Insuffisant !»
C'est à ce moment très précis que vous réalisez que vous n'êtes plus sur un marché qui est 100% normal. Vous êtes dans un concours de superlatifs où les entreprises doivent constamment surpasser des attentes qui elles-mêmes surpassaient les attentes précédentes. C'est une spirale et les spirales, à un moment donné, elles s'arrêtent. Même si je dois l'avouer, depuis quelques jours, j'avais commencé à croire que les arbres pouvaient vraiment monter au ciel. Ce que Broadcom a déclenché, c'est une prise de conscience collective, brutale, rapide et potentiellement très très coûteuse pour tous ceux qui avaient acheté des ETF à levier sur les semi-conducteurs en pensant que ça pouvait que monter. Le SOX perd donc 13% en 2 séances, un record historique de points perdus pour un ETF en une journée, 4000 milliards de dollars de valeur boursière effacées sur la semaine dans ce seul secteur. Et là, notons quand même quelque chose d'important, le SOX affiche encore. Je dis bien encore 75% de hausse depuis le début de l'année. 75% après la claque de vendredi, ce qui vous dit deux choses. Primo, la correction n'a pas encore tout rendu. Et secondo, si cette correction continue, il reste encore beaucoup de chemin à faire vers le bas avant d'atteindre des valorisations qu'on pourrait qualifier de raisonnables. Sans compter que lundi matin, dans 48 heures, le Kospi va se faire défoncer. Samsung et Hynix vont faire du base jump avec un élastique trop long. Le Nikkei va suivre et SoftBank va tellement se faire allumer que si ça se trouve, ils vont réévaluer leurs investissements en France. Mais le problème des semi-conducteurs, c'est un problème de valorisation excessive dans un secteur spécifique. Ce qui s'est passé vendredi avec les chiffres de l'emploi américain, c'est d'une nature complètement différente. C'est macroéconomique et c'est potentiellement beaucoup plus durable. 172 000 créations d'emplois sur le mois de mai. Le consensus attendait 85 000. Ils ont sorti le double, pratiquement exactement. Ils n'ont même pas cherché à trouver un chiffre original. Et les chiffres d'avril ont été révisés à la hausse de 115 000 à 179 000. Ce qui fait que sur 2 mois, l'économie américaine a créé 150 000 emplois de plus qu'anticipé. Un taux de chômage qui reste stable à 4,3%, c'est le plein emploi, salaire en hausse. Maintenant, dans un monde normal, vous recevriez ces chiffres avec soulagement. L'économie américaine est solide, les gens travaillent, les salaires progressent, c'est excellent. Sauf qu'on n'est pas dans un monde normal. On est dans un monde où la Fed a déjà les taux entre 3,5 et 3,75, où l'inflation refuse de descendre sous les 3%, de loin, à cause d'un pétrole qui oscille entre 90 et 97 $ depuis 3 mois, et où le président de la Fed de Kansas City a déclaré la semaine dernière, noir sur blanc, que la question n'était plus de savoir si on baissait les taux, mais si on les montait d'un quart ou d'un demi-point. Dans ce contexte, 172 000 emplois, c'est de la dynamite. Et ça, même si je persiste à dire que ces chiffres sont plus que suspects dans l'environnement actuel, mais bon, suspect, c'est le deuxième prénom du BLS, on le sait. En attendant, voilà le paradoxe absurde qui caractérise ce marché depuis maintenant plusieurs trimestres. Une bonne nouvelle économique, c'est une mauvaise nouvelle boursière. L'économie va bien, la Fed ne peut pas baisser les taux. La Fed ne peut pas baisser les taux. Les taux l'on monte, les valorisations tech construites sur l'hypothèse de taux bas éternel s'effondrent mécaniquement. Les taux à 2 ans ont bondi à 4,17% vendredi, le 10 ans est à 4,55%. Les marchés intègrent désormais une probabilité de 43% pour une hausse des taux au mois de décembre. Il y a un mois, c'était moins de 25 et le 17 juin, Kevin Warsh prend les rênes de la Fed pour sa première réunion monétaire. Kevin Warsh, le new sheriff in town, selon les mots de Scott Bessent, que Trump a nommé précisément parce que l'ancien shérif, Jérôme Powell, refusait de baisser les taux. Sauf que maintenant, avec 172 000 emplois et du pétrole à 90 $, même le nouveau shérif ne peut pas baisser les taux sans se ridiculiser devant toute la planète finance. Trump a voulu un banquier central accommodant, il hérite d'une situation économique qui ne permet pas l'accommodation. C'est ce qu'on appelle un gros problème. D'ailleurs, hier soir, sur X, POTUS faisait la gueule. Et puisqu'on parle de pétrole, parlons maintenant du détroit d'Ormuz, parce que si les marchés ont réussi à ignorer pendant 6 semaines la guerre au Moyen-Orient, cette semaine a montré que l'édifice commençait un petit peu à se fissurer. Il y a 97 jours ou 98 jours que la guerre avec l'Iran a commencé, et depuis 90 de ces jours, Trump annonce un accord imminent bientôt à bout touchant dans les prochains jours. Les négociations se déroulent à un rythme rapide, les parties sont très proches de trouver un accord. Et pendant ce temps-là, le détroit d'Ormuz est toujours fermé. Les tankers ne passent toujours pas, et cette semaine, les États-Unis et l'Iran se sont de nouveau attaqués mutuellement au-dessus du Koweït, les pauvres gars en dessous. Ce qui est fascinant et inquiétant, c'est la structure de la négociation. L'Iran veut que tout accord inclue la fin des hostilités israéliennes au Liban. Israël continue ses opérations au Liban du Sud et a installé une présence permanente au château de Beaufort,
Trump demande à Netanyahou de ne pas attaquer Beyrouth. Netanyahou dit qu'il n'attaquera pas Beyrouth, mais que ses opérations planifiées au Liban du Sud continueront quand même. Le Hezbollah est censé avoir accepté un cessez-le-feu via des représentants de haut niveau, mais le Hezbollah n'a rien dit officiellement et les missiles continuent de voler dans tous les sens. C'est pas une négociation, c'est un merdier géopolitique où chacun joue une pièce différente sur la même scène, ne tient pas compte de ce que dit l'autre et ce que pense l'autre, et on appelle ça un accord de paix hypothétique. Le vrai problème, c'est le calendrier des stocks pétroliers. ExxonMobil et Chevron ont tous deux averti, je vous le répète depuis 10 jours, que les réserves stratégiques mondiales approchent d'un plancher opérationnel qui pourrait être atteint dans les semaines qui viennent. Quand ce plancher sera touché, le Brent n'ira pas à 100 $, il ira à 150, peut-être 160. C'est même pas de l'alarmisme, c'est juste de la mécanique des marchés de matières premières. Et un Brent à 150, combiné à une Fed qui envisage de monter les taux, c'est le scénario stagflationniste que tout le monde prétend ne pas craindre, mais que tout le monde surveille quand même du coin de l'œil depuis 3 mois. Le marché a donc choisi de croire au deal hollywoodien de dernière minute, pour l'instant, mais cette semaine, la patience commence à s'effriter gentiment. Et pendant que tout ça se passe, la Suisse, notre petit pays neutre, chocolaté, bancaire, et parfaitement inoffensif avec ses F-35 qui coûtent cher et qui ne volent pas, s'est retrouvé cette semaine dans la ligne de mire de Washington. Et surtout, pour une raison qui dépasse l'entendement. Si vous pensiez que Trump n'était pas complètement givré, écoutez plutôt. Washington a donc proposé cette semaine d'imposer des droits de douane supplémentaires de 12,5% à 60 pays qui n'interdisent pas suffisamment les importations issues du travail forcé. 60 pays, dont la Suisse. L'hôpital qui se fout de la charité, le pays de naissance de Nike, de McDo et d'Apple, le pays où de plus en plus d'Américains doivent cumuler 3 jobs pour survivre, viennent faire la leçon au monde sur le travail forcé. Ce mec est juste complètement barge, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, si, il y a d'autres mots, mais après je dois mettre des bips toutes les 3 secondes au montage. La Suisse, pays qui a l'un des salaires minimums les plus élevés au monde, pays dont le taux de chômage est à 3%, pays dont la législation du travail fait l'envie de la moitié de l'OCDE. La Suisse se retrouve officiellement sur la liste des États qui, selon le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, n'ont pas instauré ni appliqué efficacement une interdiction de biens issus du travail forcé. La raison concrète, Berne n'a pas adopté exactement le mécanisme légal spécifique qu'exige Washington. C'est pas que la Suisse pratique le travail forcé, c'est qu'elle n'a pas coché la bonne case administrative dans le bon formulaire de la bonne procédure américaine. C'est l'équivalent de recevoir une amende pour excès de vitesse parce que votre compteur était en km/h alors que la limitation était en miles par heure. Le Conseil fédéral a réagi avec toute la fougue diplomatique qu'on lui connaît et il a fermement rejeté les accusations. Il a annoncé qu'il allait réitérer ses arguments par écrit, il a précisé que les négociations commerciales avec Washington se poursuivaient et qu'il recherchait un cadre satisfaisant à long terme pour les relations économiques entre les deux pays. Long terme, c'est à la fin du mandat de Donald Trump surtout. Ce qui traduit en langage non diplomatique signifie on est sidéré, on va envoyer une lettre très polie, mais ferme, et on espère que Trump sera distrait par autre chose quand elle arrivera. La bonne nouvelle, c'est que cette mesure n'entre pas en vigueur immédiatement. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on pensait que les droits de douane de base de 31% étaient derrière nous depuis l'accord de juillet 2025. La relation commerciale entre la Suisse et les États-Unis ressemble de plus en plus à un abonnement qu'on n'arrive pas à résilier. Chaque fois qu'on croit avoir tout réglé, bam, il y a une nouvelle clause qui surgit. Et on va devoir renvoyer des CEO à Washington avec des paniers garnis de montres et de lingots d'or pour satisfaire l'appétit gargantuesque du shérif de Washington, à moins que Robin des Bois vienne nous sauver la mise. Pour le SMI qui avait déjà perdu 1,75% au début de semaine sous l'effet de la géopolitique pétrolière, c'est un bruit de fond supplémentaire. C'est pas catastrophique, mais c'est épuisant et nous épuise l'autre de toute façon. Et potentiellement, ça peut être coûteux si les négociations n'aboutissent pas avant l'entrée en vigueur des mesures. Et puisqu'on parle de banque centrale sous pression, faisons un détour par Tokyo, parce que cette semaine, Kazuo Ueda a dit quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête. Pendant que Kevin Warsh prépare son discours pour le FOMC meeting du 16-17 juin et que la BCE essaye de décider si elle monte ou elle baisse les taux le 11 juin, Kazuo Ueda, le gouverneur de la Banque du Japon, a continué cette semaine sa propre révolution silencieuse. Le Japon est en train de faire quelque chose d'absolument remarquable. Il normalise sa politique monétaire après 30 ans d'argent gratuit, de taux négatifs et d'assouplissement quantitatif à la japonaise. Et il le fait sans provoquer de panique sur les marchés obligataires mondiaux. Enfin, presque, parce que
le taux du JGB à 10 ans, l'obligation d'État japonaise, est remonté quand même pas loin des niveaux historiques qu'on n'avait pas vus depuis des années. Et quand les taux japonais montent, c'est important pour tout le monde, pas seulement pour Tokyo. Pourquoi ? Parce que le Japon est le plus grand détenteur de bons du trésor américain au monde. Parce que des décennies de taux zéro ont créé ce qu'on appelle le carry trade. Des investisseurs japonais qui empruntent en yens à coût quasiment nul pour placer l'argent dans des actifs étrangers mieux rémunérés. Mais quand les taux japonais montent, ce trade se défait mécaniquement. Les yens rentrent au Japon et les actifs étrangers, dont les trésoriers américains, sont vendus. C'est pas un risque immédiat, c'est pas un brutal dont on l'a tout de suite, mais c'est un risque structurel qui s'accumule quand même tranquillement pendant que tout le monde regarde Jensen Huang sur scène à Taïwan. Le Nikkei avait franchi les 67 000 points cette semaine, une première historique portée par SoftBank qui avait explosé de 10% et dépassé Toyota comme plus grande capitalisation japonaise. SoftBank, la société de Masayoshi Son, et du coup, le classement risque d'être revu lundi matin, probablement. Mais derrière les records du Nikkei, Ueda regarde surtout l'inflation japonaise et regarde les taux américains monter et il prend des décisions monétaires qui vont avoir des conséquences au-delà de la mer de Chine. C'est pas le sujet du moment, mais ça risque bien d'être le sujet de cet été, comme l'été 2024 avec la crise du carry trade. On s'en souvient encore. Voilà donc où on en est aujourd'hui. Le marché a passé 9 semaines à construire une cathédrale de valorisation sur le sable de la promesse de l'intelligence artificielle. Une cathédrale magnifique, soit, il faut le reconnaître, avec des arcs-boutants en semi-conducteurs et des vitraux en intelligence artificielle et un clocher baptisé Jensen Huang, visible depuis 3 continents au moins. Et cette semaine, un rapport d'emploi parfaitement banal et sûrement magouillé par les autorités a fait trembler les fondations. Ce n'est pas une catastrophe. Enfin, c'est pas encore une catastrophe. En tous les cas, le SOX affiche toujours 75% de performance depuis janvier. Nvidia est toujours la première capitalisation boursière mondiale et ça va durer. Les bénéfices tech sont réels. La révolution IA est réelle. Personne ne prétend le contraire, mais voilà. Ce qui est réel aussi, c'est un détroit d'Ormuz qui est fermé depuis 3 mois, avec des réserves stratégiques mondiales qui approchent du plancher. Une Fed dont le prochain mouvement est vraisemblablement une hausse des taux, un marché obligataire japonais qui se normalise en silence, une Suisse sommée de prouver qu'elle n'exploite pas ses horlogers et des milliards de dollars de capitalisation boursière effacés en 2 séances dans un secteur qui était encore lundi matin carrément intouchable. Les marchés ont une façon de faire que les historiens connaissent bien, ils montent lentement, prudemment, ils se retournent à chaque pas et puis à un moment, ils courent. Et puis après avoir couru pendant trop longtemps, ils sont fatigués et ils tombent. Pas parce qu'une mauvaise nouvelle arrive, mais parce que la gravité, ça existe même à Wall Street. Cette semaine a peut-être été le moment où le marché a arrêté de courir, peut-être, ou peut-être que lundi, Jensen Huang annoncera un nouveau chip et tout repartira comme en 40. C'est aussi possible et c'est précisément pour ça que ce métier, 30 ans après, est encore capable de me surprendre la veille du week-end. Si on regarde les performances de la semaine, alors vous voyez qu'évidemment, il y a beaucoup de rouge. Il y a juste le pétrole qui s'en sort un petit peu, le CAC 40 qui est encore en terrain positif et le Nikkei. Pour le reste, c'est du rouge à tous les étages. Alors le Bitcoin, c'est le champion de la semaine, moins 17,32%. L'argent perd 9,89%. L'or est également en baisse de 5%. Valeur refuge, mes fesses. Le Philadelphia Semiconductor Index perd 4,75%. Et encore, on s'en sort relativement bien, j'ai envie de dire. Et puis, derrière, vous avez le Nasdaq, moins 4,68. La plus forte partie de la baisse s'est fait vendredi, vous l'avez vu. Le DAX, moins 1,38. Le SMI, moins 1,14. La Chine est en baisse également, moins 1%, mais c'est limité un peu au niveau de la casse. L'Italie est pratiquement à l'équilibre, ainsi que l'Espagne. Du côté de la Suisse, alors là, c'est assez simple. Il n'y a pas de grandes nouvelles sur la Suisse, parce que c'est un peu le marché défensif où les gens viennent se repositionner quand tout va mal. Donc, on a eu 2-3 choses plutôt encourageantes sur les pharma, où les gens sont venus se repositionner là-dessus. On l'a vu également aux États-Unis. Et puis, de l'autre côté, alors Nestlé qui termine en baisse de 3%, ce qui pèse un peu. Logitech, c'est de la tech, forcément, c'est sous pression. Et puis, Partners Group qui se fait défoncer sur la semaine. Et c'est un des gros morceaux des vedettes de la semaine qui arrive dans quelques instants. Si on regarde le graphique du SMI que vous voyez à l'instant, eh bien, c'est une semaine de baisse avec une récupération en fin de semaine. Le problème, c'est que quand vous voyez le rebond de vendredi où on termine autour des 13 388, c'était avant que le marché américain se fasse défoncer, donc ça risque d'être compliqué lundi matin. On a néanmoins un support qui fera office de support, en tout cas avec la moyenne mobile des 50 jours qui devrait passer autour des 13 141 sur le SMI. Puis si on va en dessous, on va aller chercher le dernier range qu'on avait autour des 13 000 ou 12 950. Puis on a derrière la moyenne mobile
des 200 jours. Vous voyez que la dernière fois qu'on a été là cassé, on a fait une exagération, mais on est revenu en dessus. Donc il faudra peut-être profiter de ces exagérations si ça se reproduit par ici, parce que les corrections, ça arrive et il faut savoir en profiter quand elles sont là aussi. Le S&P 500, alors là, vous voyez effectivement que c'est le bain de sang. Alors, on avait ce range-là où finalement, on a récupéré 10% depuis le début de l'année. C'était un peu la performance qu'on avait encore en milieu de semaine. Et puis, alors, depuis, vous voyez, ça se passe de commentaires. Le range, la tendance haussière qu'on avait quand on dit don't fight the trend, là, on l'a pas fighté, mais ça a bien cassé. Donc, on a cassé la tendance. Comme je vous le dis, quand on regarde juste instinctivement le graphique, on a encore pas mal de chemin à faire pour trouver des supports. Il y a peut-être un bricolage de support ici sur le reversal qu'on avait fait il y a quelques temps dans le courant du mois de mai. Peut-être, mais si on casse là, on va aller chercher la moyenne mobile des 50, en se disant qu'on essaie de rechoper ces niveaux-là, mais après la porte sera ouverte pour aller rapidement en direction des 6800 si ça continue. Et je vous l'ai dit, la VIX est encore relativement basse, donc on n'est pas encore en mode de panique ou de peur, c'est juste une première phase de correction. On verra comment ça se passe lundi matin et il peut s'en passer des choses. Le Nasdaq, c'est la même chose en pire, bien sûr. La tech a pris le pouvoir hier encore une fois. Donc, on est aussi revenu sur les bas du 19 mai, grosso modo. Souvenez-vous, ce reversal qu'on avait fait, on est revenu se poser exactement au même endroit. Là aussi, si on va chercher en dessous des 28 800 la semaine prochaine, attention, la porte sera ouverte pour aller chercher plus bas. Si vous regardez maintenant le SOX Semiconductor Index, vous voyez, il a perdu 13% en 3 séances quasiment. Donc, c'est assez violent. On est revenu clôturer les gaps. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. On dit que les gaps, on ne doit pas les laisser ouverts. Ils sont clôturés, c'est une bonne chose. Le seul problème, c'est qu'il y en a un autre ici. Vous voyez. Donc, si on part sur cette théorie, il y a encore un peu de place pour descendre. Évidemment, on ne va pas rentrer dans cette dynamique-là. Mais enfin, on a quand même eu un bain de sang assez violent sur le secteur. Et vu la hausse, regardez, depuis le mois d'avril, on était au-dessus des 7000, on est à 14 000, on a quasiment doublé. Donc, on a un peu de gras pour revenir. Genre, même si on venait sur les 11 000 ici, ce serait encore largement tout à fait jouable au niveau des semi-conducteurs. Le DAX qui tient relativement bien en plus haut de tous les temps. Vous voyez qu'on a un peu tapé des résistances ici. C'est un peu un double top qui est en train de se construire ici. On n'arrive pas à passer ces 25 500 sur le DAX. Là aussi, ça a baissé vendredi, mais on n'avait pas encore toute l'amplitude de la baisse américaine. Donc attention, on a encore des mouvements possibles lundi matin en Allemagne. Pareil, même discours sur la France qui a relativement bien terminé la semaine, mais là, attention, on peut revenir facilement sur les 8157 et puis encore une fois, comme d'habitude, aller chercher les 8000, on est spécialiste là-dessus. Donc, il y a encore de la marge pour baisser parce que là aussi, on n'a pas pris toute l'ampleur de la baisse. L'or, alors la valeur refuge par excellence, toujours dans son trend descendant, mais là on a cassé la moyenne mobile des 200 jours. Donc ça c'est pas une bonne nouvelle, surtout vendredi en fin de semaine en weekly chart, c'est pas beau. Il y a bien des chances qu'on risque d'aller rechercher les excès qu'on avait fait l'autre jour ici, mais en tout cas pour l'instant c'est moche. La clôture, peut-être on se sauve en clôturant sur ces niveaux-là parce que ça reste quand même solide, mais attention à ce qui peut venir ces prochains jours. Ce qui est assez étrange, encore une fois, c'est que dans l'ambiance de marché, il y aurait dû avoir un peu de soutien acheteur sur l'or, mais visiblement tout le monde est en train de sortir pour se mettre plutôt cash en ce moment. Et puis le pétrole, alors lui, il va dans tous les sens. Je vous avoue que vu la clôture de vendredi, c'est aussi un peu surprenant qu'il termine relativement bas. On aurait pu penser qu'il s'excite avec le reste, mais vu le sell-off de vendredi soir, même le pétrole a baissé. Donc on termine la semaine à 90,54 sur le WTI, sur plus ou moins les zones de support. Là aussi, il ne faudrait pas qu'on casse. Enfin, on pourrait casser, ça ferait de mal à personne. Et si on cassait ces niveaux-là ces prochains jours, les 86, on devrait les casser pour aller chercher peut-être le bas du range ici. Mais enfin, on verra, ça dépendra bien sûr de ce qui se discute entre les Iraniens et les Américains. On connaît le sujet par cœur. Et puis alors le bain de sang de la semaine, c'est le Bitcoin qui clôture à 61 000, enfin qui n'est pas clôturé parce qu'il traite en ce moment. On est allé chercher des bas hier, ou au plus bas de la séance d'hier, on est allé à 59 100 sur le Bitcoin. Ce sera assez intéressant à surveiller ces prochains jours parce que là on est vraiment sur des zones, si on casse là, c'est retour à 52 000, donc attention quand même. On attaque maintenant le sujet des vedettes de la semaine. ABB vient discrètement de se glisser encore un peu plus dans la ruée vers l'or de l'intelligence artificielle. Et quand je dis discrètement, c'est parce que contrairement à Nvidia qui fait la une des journaux tous les 3 jours, ABB vend surtout des pelles, les câbles, les interrupteurs et les transformateurs qui permettent à la mine de fonctionner. Concrètement, ABB et Nvidia renforcent leur partenariat autour des centres de données dédiés à l'IA. Le groupe va intégrer des versions numériques ultra précises de ces équipements électriques dans l'univers de simulation de Nvidia qui est appelé Omniverse.
Alors, dit comme ça, on dirait un peu un scénario de film de science-fiction, mais l'idée est assez simple. Avant de construire un vrai data center à plusieurs milliards, on va d'abord le construire virtuellement. Grâce à ces jumeaux numériques, les ingénieurs pourront donc tester toute l'installation sur ordinateur avant même de poser la première pierre. Ils pourront vérifier si l'électricité arrive correctement au serveur, si le refroidissement fonctionne, si le système supporte les charges monstrueuses générées par l'IA et surtout éviter de découvrir après coup qu'il manque quelques mégawatts quelque part. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les nouveaux centres de données IA n'ont plus rien à voir avec les centres de données traditionnels. Les futures générations de serveurs NVIDIA vont consommer tellement d'énergie qu'un seul rack informatique pourra dépasser 1 mégawatt de puissance. On parle désormais de consommation électrique comparable à celle d'une petite ville. Et quand la consommation explose, ABB entre en scène. Le groupe fournit donc les systèmes de distribution électrique, les ondulateurs de secours, les équipements moyenne tension et toute l'infrastructure qui permet d'acheminer l'électricité jusqu'au puce NVIDIA sans transformer le data center en grille-pain géant. En clair, NVIDIA fournit le cerveau, ABB fournit le système nerveux et l'alimentation. Pour ABB, c'est une excellente nouvelle, encore une. Chaque nouveau data center IA construit dans le monde représente potentiellement des centaines de millions de dollars d'équipements électriques. Et comme la demande explose, le marché pourrait devenir gigantesque au cours des prochaines années. Ce partenariat montre surtout une chose, la révolution de l'IA n'est pas seulement une histoire de puces électroniques, c'est aussi et désormais une histoire d'électricité. Ça, on le savait déjà un petit peu. Parce qu'au rythme où les géants de la tech construisent des centres de données, le vrai goulot d'étranglement, c'est peut-être plus la puissance de calcul, c'est simplement la capacité à fournir suffisamment d'énergie pour faire tourner la machine. Et ça, ABB l'a parfaitement compris. Le graphique est toujours dans sa tendance haussière. Alors là aussi, on n'a pas pris l'impact de la baisse de vendredi soir. Nvidia a perdu 6%, mais ça n'a pas vraiment impacté ABB là-dessus. Mais il devrait y avoir quand même une petite dépression vendeuse sur ABB. Mais sur faiblesse, franchement, tout va bien chez ABB ces derniers temps, donc rien à dire. Maintenant, on va passer à Partners Group. C'est le gros morceau de la semaine. Alors Partners Group, c'est Zug, c'est 150 milliards sous gestion. Le genre de boîte dont les gérants commandent leur café avec la désinvolture d'un mec qui a jamais regardé le prix d'un café. Et cette semaine, ils ont annoncé qu'ils limitaient les retraits sur leur fonds Global Value SICAV. Maximum 5% de la valeur du fonds par trimestre. Et le titre a pris 16% dans la gueule en une séance. 16%, c'est à peu près la performance annuelle qu'on promet aux clients. Effacée en 8 heures. Quelqu'un, quelque part, appelle ça en général de l'ironie. Nous, on appelle ça un mercredi matin sur le marché suisse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont un fonds qui s'appelle Evergreen, toujours vert, parce que dans la finance, on adore les noms qui promettent exactement l'inverse de ce qui se passe. C'est un véhicule qui vous permet d'entrer et sortir relativement librement, il faut le dire vite, tout en plaçant votre argent dans des actifs illiquides, du private equity. Des infrastructures, des trucs qui ne se revendent pas en cliquant sur une souris Logitech. Vous voyez déjà le problème, vous le sentez venir, vous promettez de la liquidité à des gens dont l'argent est placé dans des actifs qui, par définition, n'en ont aucune de liquidité. C'est comme vendre des billets pour la sortie secours dans un bâtiment dont la seule porte s'ouvrira seulement dans 2 ans. Ça fonctionne parfaitement tant que personne ne panique. Sauf que là, tout le monde a paniqué. Et les demandes de rachat ont explosé, le mécanisme de plafond à 5% prévu dans les statuts a été activé et Partners Group a envoyé un communiqué expliquant que tout était ordonné et maîtrisé. Ce qui, dans le langage corporate, signifie généralement que rien n'est coordonné, ni maîtrisé, mais qu'on fait de son mieux avec ce qu'on a. La bonne nouvelle, pour ceux qui ont signé le prospectus, c'est que c'était écrit dedans. La mauvaise nouvelle, c'est que personne ne lit les prospectus d'émission. Et là, vous me direz, mais c'est quoi les conséquences finalement? Concrètement, si vous voulez sortir, vous prenez un ticket et vous attendez. 5% par trimestre, sur 1 million placé, ça représente 50 000 balles tous les 3 mois. En supposant que vous soyez seul dans la file, ce qui n'est largement pas le cas en ce moment. Pour répondre à la demande des sorties, Partners Group va devoir vendre des actifs de private equity. Quand tout le monde veut vendre des actifs de private equity, c'est le marché de la brocante. L'acheteur, il sait que vous êtes pressé, donc il va négocier en conséquence. Quant à la réputation, Partners Group est une institution sérieuse et elle a bien communiqué. Le titre a d'ailleurs rebondi de 3,7% jeudi. Mais dans ce secteur, quand une institution de ce calibre active son mécanisme de limitation, et les clients des autres fonds comparables commencent aussi à se poser des questions. Et les questions dans la gestion d'actifs finissent toujours par des demandes de rachat. Ce qui arrive à Partners Group n'est pas une anecdote.
C'est simplement le moment où le private equity mondial, qui est assis sur des valorisations construites à l'époque des taux zéro et jamais vraiment réajustées depuis, commence à croiser le regard de la réalité en se baladant dans le couloir. Ces actifs valent sur le papier ce qu'ils valaient en 2021. Dans le monde réel des taux à 4%, c'est une autre discussion. Partners Group va survivre, bien sûr, la boîte est solide, mais elle vient de démontrer en direct que le triptyque magique actif illiquide, rendement à 2 chiffres, sortie quasi immédiate, n'a jamais vraiment existé. Il avait juste l'air d'exister parce que personne ne voulait partir. Maintenant que quelques-uns veulent partir, la promesse se dégonfle, lentement, ordonnément, méthodiquement, comme ils ont dit dans le communiqué de presse. Et il va falloir de la patience pour remonter à la surface. Aujourd'hui, je vous fais grâce du graphique parce que quand tu as un titre qui se fait laminer de 17%, ça veut plus dire grand-chose sur le rachat. On passe maintenant au en vrac de la semaine avec Landy Senghir qui a confirmé ses perspectives financières à l'horizon 2028, Siegfried qui a désigné Cristina Del Vecchio pour succéder à son actuel responsable juridique et membre du comité exécutif Luca Della Torre, d'ici le 1er novembre ou plus tard. Le Clancher a été suspendu de cotation jusqu'à nouvel ordre, après avoir manqué une nouvelle fois le délai pour publier son rapport annuel. C'est toujours des bonnes nouvelles. Mindmaze Therapeutics proposera à l'Assemblée Générale du 25 juin l'élection du directeur général Zach Henderson au conseil d'administration. APG SGA conserve son contrat avec Flughafen Zurich jusqu'à fin 2033. Burkhardt Compression a vu sa rentabilité progresser lors de son exercice décalé 2025-2026, mais la demande a quand même nettement reflué. Les droits de douane américains ont entraîné des reports de commandes. Les analystes s'inquiètent en outre du report des objectifs à moyen terme. Barry Callebaut a été downgradé par Goldman Sachs qui a abaissé la recommandation à neutral contre buy auparavant. L'objectif de cours était ramené à 1210 en raison de perspectives de croissance plus faibles et de prix du cacao plus élevés. Voilà, ça c'était la semaine du 1er au 5 juin 2026. Des records lundi, un massacre vendredi et entre les deux, Trump qui promet un accord avec l'Iran pour la 123e fois. La Suisse accusée d'exploiter ses horlogers, Partners Group qui bloque la sortie de secours et un rapport d'emploi tellement bon qu'il a tout fait partir en fumée. Le marché a couru pendant 9 semaines et puis il a trébuché sur une bonne nouvelle. La semaine prochaine, ça va continuer à être super calme et parfaitement serein. Non, je rigole. Lundi matin, l'Asie va ouvrir avec une gueule de bois digne d'une soirée tequila à gogo. Le Kospi va se prendre une tarte magistrale. Samsung et Hynix vont faire du saut en parachute, mais sans parachute. Et le Nikkei va regarder SoftBank redescendre de son piédestal avec une expression dubitative. Le carry trade va faire parler de lui. Et les futurs américains vont nous donner le ton des 3h du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Jeudi, la BCE se réunira et là, la question sera simple. Est-ce qu'on baisse les taux avec un pétrole à $90 et une inflation à 3,2% en zone euro? La réponse logique est non, mais du coup, on devrait donc les monter. La réponse politique est compliquée et Christine Lagarde va devoir expliquer, et les deux en même temps, avec le sourire. Bonne chance à elle, sincèrement. Christine Lagarde qui aurait peut-être meilleur temps de se présenter à la présidence en France, vu que de toute façon à peu près la moitié de la population française se présente. Et puis, il y a l'Iran, toujours l'Iran, le détroit, les réserves, le compte à rebours des stocks pétroliers que personne ne veut regarder en face. ExxonMobil a dit 2 à 4 semaines, on a déjà passé les 2 semaines. Le moment de vérité approche. Soit Trump sort un accord de son chapeau, comme il sait le faire parfois, soit le Brent prend l'ascenseur vers des niveaux stratosphériques qui vont rendre cette semaine beaucoup moins drôle. Comme disait l'autre, lundi, il va y avoir du sport. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi, likez, partagez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live, mais avec un casque. À lundi et excellent week-end. Allez, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.